Donc nous accueillons pour cette deuxième partie de la matinée Maryse Bresson, qui est professeure de sociologie à l'université de Versailles-Saint-Quentin, chercheure au laboratoire Printemps. Elle est spécialiste des questions sociales, de précarité, de pauvreté, d'inégalité, et ses travaux ont souvent porté sur les politiques sociales et le travail social. Elle a écrit un ouvrage Sociologie de la précarité, dont la 3e édition date de 2020. Votre intervention, Petite histoire de la participation dans la société française, tentera de revenir sur les 20 dernières années afin de mesurer le monde de la protection, si le monde de la protection de l'enfance a connu ou non une évolution qui se serait traduite par davantage de citoyenneté pour les personnes accompagnées. Il s'agira plus particulièrement d'interroger la notion nouvelle de participation des usagers pour tenter de comprendre si elle est le signe d'une évolution vers toujours davantage de participation démocratique et citoyenne, ou si, au contraire, cette notion ne se réduit pas à un effet de mode finalement sans réel contenu et sans réel effet. Et peut-être que ça nous permettra aussi, plus largement, d'interroger l'évolution du concept même de citoyenneté. Voilà, je vous laisse la parole pour 35 minutes. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, d'accord. Donc d'abord, je voudrais remercier effectivement de cette invitation, les organisateurs. Et donc dire un petit complément juste par rapport à la présentation que j'avais prévu de dire, mais c'était très bien. Effectivement, la conséquence qu'on peut tirer, c'est que je ne suis pas une spécialiste, et je le dis tout de suite parce que c'est le cas de votre cas à vous dans la salle. Donc je ne suis pas une spécialiste du champ de la protection de l'enfance au départ. Néanmoins, j'ai rencontré ce champ et je suis plutôt spécialiste des questions de précarité, de politique de la ville. Et à cette occasion, au départ, j'avais étudié effectivement la question de la participation, qui est un thème récurrent de mes travaux et de mes publications. Alors, je vais essayer d'avancer. Comment ça marche? Hop, est-ce que c'est là-dessus? Voilà, très bien. Donc, du coup, effectivement, mon exposé est plutôt nourri alors de recherches que j'ai faites antérieurement. Je vais partir de cette question de la participation que j'ai rencontrée notamment dans mes travaux sur les centres sociaux. Donc j'avais fait un livre, un premier livre qui date de 2002 également. Donc je ne résiste pas à citer la date, évidemment. Donc sur les centres sociaux. Et peu après, j'avais écrit un article sur la démocratie participative contre la participation des habitants, parce que je trouvais qu'il y avait effectivement des contradictions entre les deux termes. Donc j'y reviendrai au possible. Et puis en 2014... entre autres, j'ai notamment fait un article sur lequel je vais revenir ici, où j'essayais de montrer qu'il y avait différentes conceptions, différents modèles de participation. Donc il y a d'autres auteurs qui se sont tentés à typologiser les formes de participation, mais c'est des travaux qui ont été menés et c'est une question qui s'est posée dans ce champ aussi, pas seulement dans le secteur médico-social. Et puis après, donc, dans ma deuxième partie, je reviendrai sur le secteur médico-social. Alors, néanmoins, même si ce n'est pas le champ d'où je viens, comme chercheuse en sociologie, j'ai quand même, depuis une dizaine d'années, davantage travaillé sur le domaine médico-social. Et notamment, donc, j'ai participé à une recherche sur l'aide à domicile hors les murs, dans les champs de la protection de l'enfance, de la vieillesse et du handicap. Alors j'étais plutôt dans l'équipe liée au handicap à l'époque. Néanmoins, voilà, j'ai travaillé avec d'autres chercheurs qui avaient aussi comme objet d'étude la protection de l'enfance. Et puis j'ai travaillé aussi, tout à l'heure on en a parlé aussi un peu rapidement, sur les questions d'évaluation et de participation. Et donc c'est un angle que je prends souvent dans mes recherches, qui est de développer, d'identifier, vous le verrez, des paradoxes ou des questions qu'on ne voit pas forcément, qui paraissent faussement évidentes, on va dire. Et le lien entre évaluation et participation me semble effectivement faussement évident.
Donc il y a eu, là aussi, je faisais partie du conseil scientifique de cette journée d'études qui a donné lieu à un numéro spécial dans la revue Pensée plurielle. Par ailleurs, donc, je participe, et j'en dirai 2 mots aussi, si j'ai le temps, à un projet franco-québécois sur les aînés, donc sur les personnes âgées. ANR, donc Agence nationale de la recherche, et FQRSC, c'est l'équivalent au Québec, depuis 2016, où la question du pouvoir d'agir, de la participation est également mobilisée. Donc effectivement, hein, comme il a été rappelé, le constat, c'est que dans les dernières décennies, cet enjeu du pouvoir d'agir des usagers s'est imposé en France. En fait, il s'est imposé plus généralement dans les pays développés. Et il rejoint celui du thème de la participation. Par ailleurs, le Québec en particulier, donc on a déjà dit qu'il y aurait un intervenant du Québec, hein, et j'ai aussi étudié cette question pour cette raison, pas seulement, mais aussi, est souvent présenté comme un pays en avance. Et donc j'y reviendrai sur la fin de l'exposé. Alors le constat de départ, effectivement, mais je reviendrai un petit peu en arrière sur la thématique de la participation. Dans ma deuxième partie notamment, je repartirai de 2002 et de la mutation, hein, à la fois dans la société et dans le monde donc, de la protection de l'enfance en particulier, liée à la loi 2002, mais pas seulement. La loi elle-même est un reflet, donc ma collègue Abdia Gaillard l'a redit un peu, hein, pour Durkheim en tout cas, le changement de loi était aussi un reflet des changements de normes dans la société. Et donc certes la loi influence le fonctionnement de la société, mais bien sûr l'inverse est vrai aussi, hein, ce sont les changements de normes dans la société qui transforment aussi la loi. Et donc c'est cette mutation aussi qui intéresse, et dans ce cadre-là, qui est un cadre général dans la société, général dans le monde du social, j'ai parlé de la politique de la ville, eh bien cette question de la participation a progressé. Et effectivement, les institutions de protection de l'enfance, comme les autres, ont évolué vers cette idée de participation des usagers, de citoyenneté, de pouvoir d'agir. Alors, est-ce que, donc c'est la question générale de cette journée et puis de ces 3 journées en fait, est-ce que c'est vraiment une transformation profonde, notamment dans le secteur de la protection de l'enfance, un effet de mode, alors illusoire et dépassé, donc je dis tout de suite, ça ne sera pas ma réponse, hein, mais c'est une question qu'on peut poser. Et inversement, est-ce qu'on peut parler d'une réelle participation démocratique et citoyenne des personnes ? Et là aussi, ça ne sera pas ma réponse, comme vous vous en doutez sans doute, hein, et comme il a déjà été dit. Alors sur les termes, donc on aime bien en sociologie commencer par définir les termes. En fait, ce sont des termes compliqués évidemment à définir, et on peut les définir par une constellation d'autres termes. Donc il y a le terme de pouvoir d'agir, effectivement, le terme de citoyenneté, le terme d'empowerment aussi, qui a beaucoup été développé en lien avec le modèle donc américain, pour le dire vite. La question de la participation, la question de l'autonomie ou de la capacité d'autonomisation. En fait, pour aller vite, je dirais, c'est un terme que j'avais vu à la fin du 19e siècle, dans les premiers textes relatifs aux centres sociaux. L'invitation, c'était de prendre en main son destin. Et je pense que derrière toutes ces questions de pouvoir d'agir, d'empowerment, de citoyenneté, de participation, il y a cette idée de prendre en main son destin de manière collective et ça ne va pas toujours bien ensemble, mais bon, de manière individuelle aussi, notamment dans l'empowerment. Et donc là, il y a un défi supplémentaire. Donc cet enjeu que moi j'ai vu au départ dans les centres sociaux, dans les quartiers, voilà, plutôt avec les personnes qu'on dit des classes populaires, des classes sociales. Cet enjeu ici, ou ce défi, on l'applique aux personnes qui d'emblée ont été définies comme vulnérables, à protéger, voire à prendre en charge. Et donc c'est ce paradoxe-là que je voudrais vraiment souligner aujourd'hui et qui me paraît important non pas pour dire que c'est impossible, hein, mais pour rappeler que c'est toujours compliqué et particulièrement compliqué pour la protection de l'enfance, c'est qu'on est par définition dans des personnes qu'on veut protéger et prendre en charge, et en même temps on parle d'autonomie et on parle même de participation, alors qu'elles ne sont pas forcément considérées comme habilitées à participer a priori. Les enfants eux-mêmes et leurs familles auxquelles on a éventuellement retiré l'enfant, ou en tout cas que l'on met en cause dans leur capacité à totalement, effectivement, éduquer cet enfant.
Et donc, c'est un enjeu particulièrement fort hein, de, effectivement, penser le pouvoir d'agir pour des personnes dépendantes. Donc, moi, j'ai travaillé ça aussi sur le grand âge, sur le handicap, mais ici, pour les mineurs, qu'on appelle quelquefois aussi, on a parlé du droit irresponsable pénalement. Donc là, c'est bien le droit aussi hein, qui nous dit qu'ils ne sont pas forcément aptes ou habilités à participer, à décider, en tout cas pour eux-mêmes. Alors du coup, donc, comme je vous disais, le plan de mon intervention, je vais d'abord revenir sur cette mise en contexte historique de la participation en France, le fait que c'est un terme qui est employé avec des sens différents, donc moi j'ai essayé de distinguer 3 modèles, et après je reviendrai sur l'application au secteur médico-social, notamment la protection de l'enfance. Donc la loi 2002, 20 ans après, bon j'irai assez vite hein, puisqu'on a déjà dit beaucoup de choses, le focus sur la protection de l'enfance est terminé sur les limites, mais au-delà des limites, les ambivalences qu'il faut effectivement travailler, sur lesquelles on doit réfléchir, me semble-t-il, tous ensemble, effectivement. Avant de conclure sur l'impact de la crise Covid-19, bon là j'irai vraiment vite, mais ça paraît quand même important et elle a dit des choses aussi, cette crise, et les défis actuels du secteur. Donc quelques pistes de réflexion ou de changement. Ah, je me suis peut-être trompée dans le sens, je ne sais pas si je vais pouvoir aller. Il me semble que j'ai passé une page là, je ne sais pas comment on fait pour aller en arrière. C'est la flèche rouge ? Voilà, très bien, merci. Donc, sur la déclinaison et la mise en contexte historique de la participation. Donc, je vais revenir sur les résultats d'un article que j'ai publié dans la revue Sociologos, il y a déjà quelque temps, hein, c'était en 2014, où je disais, alors on en reparle aujourd'hui, hein, que c'était un concept constamment réinventé. Donc, le sujet de ce numéro de revue, c'était les nouveaux concepts dans le social. Et moi, j'avais proposé, ce qui était paradoxal, mais qui avait été accepté, de considérer la participation comme un nouveau concept, donc en 2014, hein, il y a 8 ans, parce qu'il était constamment réinventé, et on le voit aujourd'hui. Donc effectivement, hein, il y a des usages pluriels de ce concept, qui est régulièrement remobilisé dans le champ. On le trouve en économie, et donc c'est notamment sous 2 formes, d'ailleurs, pour aller vite, hein, la participation à la gestion. C'est quand même tout le mouvement coopératif, l'économie sociale aussi au XIXe siècle, qui veut faire participer effectivement notamment les salariés, les ouvriers, dans le cadre du XIXe siècle, hein, à la gestion des entreprises. Donc là, ce qu'on a appelé aussi la cogestion, hein, ce qui est revenu donc au XXe siècle sous ces formes-là, avec la CFDT, avec donc des syndicats qui sont emparés de ce mot d'ordre. Et puis également donc un autre mot d'ordre qui est très lié dans l'économie, qui est l'intéressement au profit des entreprises. Ce qui est d'ailleurs 2 choses différentes. La dimension d'être intéressé finalement à la question de la richesse et de la répartition des richesses, ou d'être intéressé à la manière dont fonctionnent les organisations. Donc on a effectivement, et notamment de la part des salariés, on a ces 2 dimensions qui sont présentes dans le mouvement coopératif. Ça va plus loin, hein, puisque vous savez que c'est un homme, une voix, et y compris donc ceux qui, on appellerait peut-être ici les usagers, qui doivent également avoir leur mot à dire sur l'organisation. Alors, dans le champ politique, la participation est aussi un mot qui est utilisé et qui rejoint peut-être plus directement, évidemment, le domaine des politiques publiques. Mais quand même, de ce que j'appellerais aussi l'action collective, hein, j'y reviendrai, à travers cet enjeu de la démocratie représentative. Donc là, c'est notamment Alexis de Tocqueville, donc en 1835 et en 1840, hein, dans De la démocratie en Amérique. Il avait opposé 2 modèles de démocratie, opposés, ou en tout cas distingués, 2 modèles de démocratie. La démocratie française, qui est fondée sur un modèle de démocratie représentative, où on élit des représentants qui effectivement mènent une politique, hein, et qui convient à des États centralisés, comme la France, donc j'y reviendrai, puisque le pouvoir est pris et il y a un secteur public qui est très descendant, hiérarchisé, qui prend des décisions avec des représentants donc élus qui portent ou qui sont censés porter la volonté du peuple. Et face à ce modèle démocratique, il opposait, ou en tout cas il distinguait, le modèle américain qu'il définissait comme une démocratie participative, précisément.
Et donc là, la démocratie participative, elle donne voix à des acteurs dont on se méfie beaucoup en France depuis la Révolution française, qui sont tous les acteurs intermédiaires, les corps intermédiaires, y compris les associations, y compris les églises d'ailleurs, donc qui ont aussi un rôle démocratique aux États-Unis notamment, mais dans les pays donc américains. Et donc qui effectivement vont aussi porter une parole collective d'acteurs qui se réunissent et qui veulent pouvoir peser. C'est aussi le rôle de ce qu'on appelle quelquefois de manière péjorative les lobbies, mais qui veulent peser sur les actions politiques. Et donc on a effectivement cette idée que la démocratie participative, en France en tout cas quand elle arrive, c'est un peu comme quelque chose qui viendrait compléter ou qui viendrait peut-être améliorer des lacunes de la démocratie représentative qui, à un moment donné, n'est plus suffisante parce qu'elle ne permet pas de prendre en compte les intérêts de catégories, voire de personnes, notamment vulnérables, ou dans des situations où elles ne se sentent plus représentées. Donc c'est une question très actuelle. Évidemment, on comprend pourquoi cette question revient aussi de manière aussi importante dans notre société. Il y a aussi l'enjeu de la démocratie locale et de la démocratie sociale. Donc là aussi, j'irai vite. La démocratie sociale, c'était notamment la sécurité sociale avec les partenaires sociaux qui là aussi donc viennent donner une autre voix, j'allais dire, et un autre poids à des acteurs en dehors du simple système représentatif. Et la démocratie locale, c'est notamment les collectivités locales. Donc ce matin, il y avait une représentante du département et la question de la décentralisation, mais aussi des territoires, la territorialisation et les politiques de la ville, auxquelles on donne un statut d'acteur. Donc finalement, on voit déjà à travers cette présentation qu'il y a beaucoup de définitions possibles et beaucoup d'acteurs aussi qui sont impliqués derrière cette idée de participation et qui peuvent revendiquer effectivement d'avoir leur place dès qu'on parle de démocratie participative. Alors, ce que j'ai étudié moi plus particulièrement, c'est donc la participation